Au cœur de l'Afrique centrale, dans un pays longtemps oublié du monde, la Centrafrique, a émergé l'un des dirigeants les plus controversés de l'histoire moderne. Un homme qui a inspiré la loyauté et semé la terreur. Un soldat devenu président, puis empereur. Un destin hors norme, Jean Bédel Bokassa. Comment un enfant né dans une colonie française a-t-il pu gravir les échelons jusqu'à transformer la Centrafrique en un empire, avec lui-même couronné de diamants et de velours rouge? Et surtout, comment tout cela a-t-il pu basculer dans la dérive, la brutalité et finalement la chute? Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une simple biographie. C'est l'histoire d'un pays, d'un peuple, et d'un pouvoir devenu incontrôlable. Installez-vous confortablement, l'histoire commence maintenant. Bienvenue sur Légendes et Vérités. Sur les berges de la Lobé, à environ 80 km à l'ouest de Bangui, dans le village de Bobangui, né le 22 février 1921 l'homme qui allait devenir Jean Bédel Bokassa. Fils de Mindogon Mufasa, chef traditionnel du village, et de Marie Yokowo, il est l'un des nombreux enfants d'une fratrie de 12. Dès l'enfance, son parcours est marqué par deux forces antagonistes, un enracinement profond dans la tradition Mbaka et la colonisation française, qui modèle son futur rôle d'homme d'État dans un État encore fragile. L'histoire familiale de Bokassa porte d'emblée les signes de la révolte et de la violence coloniale. Le père, chef de village, se voit contraint de participer à l'organisation du travail forcé pour le compte de la société forestière française. En écho aux prophéties d'un leader local nommé Carnou, Mindogon finit par refuser de coopérer et libère certains villageois corvéables. Cet acte, jugé rébellion par l'administration coloniale, conduit à son arrestation. Le 13 novembre 1927, il est emmené enchaîné à Mbaïki, jugé sommairement et exécuté en place publique. Une semaine plus tard, incapable d'endurer la perte de son mari, la mère de Bokassa se suicide, laissant l'enfant seul, orphelin à 6 ans. Cet événement traumatique forge un premier chapitre de sa vie, l'abandon, la colère silencieuse, et la nécessité de se forger une place dans un monde qui lui a pris ses racines. Après la disparition de ses parents, Bokassa est confié à sa famille élargie. Il est envoyé à l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Mbaïki, une école de mission catholique où, dès ses premières années, ses camarades se moquent de son orphelinisme. C'est là qu'un détail anodin donnera naissance à son nom, séduit par un livre de grammaire française écrit par Jean Bédel de la Salle, son maître le baptise Jean Bédel, contraction du nom de l'auteur. Plus tard, il fréquente l'école Saint-Louis à Bangui sous la direction du père Gruner, qui envisage de le voir devenir prêtre. Mais Bokassa ne se révèle ni studieux ni pieux. Son chemin le mène ensuite à Brazzaville, à l'institution Père Comte, où il travaille comme cuisinier. Ce mélange d'éducation chrétienne, de services manuels et de mobilité coloniale lui donne une familiarité avec la langue française, la culture occidentale et les structures coloniales, autant d'outils qu'il utilisera plus tard. Le grand-père de Bokassa, Mbalanga, ainsi que le père Gruner, l'encouragent à s'engager dans l'armée coloniale française. Le 19 mai 1939, à 18 ans, il s'enrôle dans les troupes coloniales françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans les rangs des forces françaises libres, prend part au débarquement de Provence et au combat en Allemagne. Après le conflit, il est envoyé en Indochine et obtient de prestigieuses décorations, dont la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Son parcours dans l'armée française lui confère non seulement des compétences techniques militaires mais aussi un réseau, un statut et une reconnaissance auxquels peu d'Africains de son temps pouvaient prétendre. Avec l'indépendance de la République centrafricaine, ex-Ubangui-Chari, Bokassa quitte l'armée française pour prendre part aux forces naissantes du jeune État. Très vite, il gravit les échelons militaires et devient chef d'état-major de l'armée centrafricaine. Son cousin, David Dacko, président du pays, lui fait confiance et lui confie des responsabilités importantes. Ce lien familial et politique va s'avérer déterminant. Le 31 décembre 1965, dans la nuit, Bokassa, déjà à la tête de l'armée, orchestre un coup d'État contre Dacko. Le 1er janvier 1966, la Centrafrique s'éveille dans la confusion. Alors que le président David Dacko célèbre la nouvelle année, un grondement sourd retentit dans la nuit de Bangui. C'est le bruit des blindés qui avancent vers le palais présidentiel. À leur tête, un homme massif, au regard froid et décidé, le colonel Jean Bédel Bokassa. Quelques heures plus tard, il prend le contrôle de la radio nationale et déclare calmement: le régime de Dacko est tombé. Le peuple centrafricain doit désormais marcher vers la dignité et la grandeur.
Ainsi commence la deuxième vie de Bokassa, celle du soldat devenu chef d'État. Le coup d'État, mené sans effusion de sang, surprend le monde. En France, où Dako avait toujours été considéré comme un allié fidèle, on s'interroge. Mais à Bangui, une partie de la population applaudit. Beaucoup voyaient en Bokassa un homme fort, capable de mettre fin à la corruption et au chaos économique. Les premiers mois du régime Bokassa sont marqués par une énergie débordante. Il réorganise l'armée, impose la discipline et lance des campagnes contre le banditisme. « Je suis un soldat, pas un politicien », répète-t-il souvent à ses ministres. Son autorité est directe, brutale, mais efficace. L'ordre revient peu à peu dans le pays. Au lendemain de son coup d'État du 1er janvier 1966, Bokassa instaure progressivement un pouvoir personnel fort. Il concentre les fonctions, chef de l'armée, président à vie, maréchal. Il dissout ou neutralise les institutions de contrôle, l'Assemblée nationale, la liberté de la presse, l'opposition politique. Par exemple, selon le Bureau d'analyse de l'État, Bokassa a aboli la Constitution de 1959, dissout l'Assemblée nationale, et publié un décret qui plaçait tous les pouvoirs législatifs et exécutifs entre ses mains. Ainsi, le terrain est préparé pour un geste extrême de légitimation personnelle, prendre le titre d'empereur. En 1976, Bokassa proclame l'instauration du Empire de Centrafrique, Central African Empire. Il se fait appeler Bokassa Ier, sauveur de la nation. La date du couronnement est fixée au 4 décembre 1977, dans le stade de Bangui, un événement sans équivalent en Afrique francophone de l'époque. Ce rituel de puissance est inspiré directement de celui de Napoléon Bonaparte, coronation de 1804. Bokassa veut s'inscrire dans une grandeur à l'échelle européenne tout en la détournant en Afrique. Le 4 décembre 1977, sous un soleil implacable, Bangui vit une scène de rêve impérial. Selon les sources, la robe de couronnement pesait 32 livres et contenait 785 000 perles et 1 220 000 cristaux. Le coût total de la cérémonie est estimé à plus de 20 millions de dollars, environ un quart du budget national de l'époque. Des matériaux, artisans et voitures de luxe furent importés, 60 Mercedes-Benz, chevaux et attelages belges, tailleurs français, etc. Ambiance théâtrale extrême, Bokassa se couronne lui-même devant les invités, sur un trône doré imposant, imitation de celui de Napoléon. Le jour du couronnement, Bokassa déclara « Tout cela est financé par la France », un aveu cynique de la dépendance financière derrière l'apparat. Pour lui, ce geste était plus qu'un cérémonial, c'était une réaffirmation de la dignité africaine, un empire noir sur la scène mondiale. Mais en réalité, c'était aussi la performance d'un pouvoir qui se savait instable. Avant et pendant cette période, Bokassa lança quelques réformes ambitionnées, nationalisation d'entreprises, opération Bokassa, pour moderniser l'agriculture, réforme de l'administration. En tant qu'empereur, Bokassa ne tolère plus la moindre opposition. Il consolide un régime de plus en plus autoritaire, concentrant les pouvoirs dans ses mains et éliminant les contre-pouvoirs. Selon les rapports, des opposants politiques sont arrêtés arbitrairement, détenus sans procès, d'autres disparaissent. Amnesty International, dans un de ses rapports, décrit des conditions de détention épouvantables et signale que des centaines d'autres étaient détenus sans procès pour des raisons politiques, souvent pendant de longues périodes. Cette dérive répressive s'accompagne d'une atmosphère de paranoïa. Bokassa, craignant des complots, se méfie de son entourage, lance des purges, et s'appuie sur une garde rapprochée fidèlement loyale. L'autoritarisme devient sa façon de gouverner. Pendant que Bokassa brille en empereur, le peuple centrafricain souffre. L'économie du pays, déjà fragile, ne supporte pas le luxe impérial et les somptueux projets de pouvoir. Le budget national est fortement mis à mal par les dépenses extravagantes, cérémonies, cadeaux, entretien de la cour impériale. La mise en scène du pouvoir coûte cher, très cher, et cela se fait au détriment des services publics. Les fonctionnaires sont souvent impayés, les infrastructures se dégradent, et la misère gagne du terrain. Parallèlement, la corruption se généralise, des ressources de l'État sont détournées, des élites proches de Bokassa s'enrichissent, tandis que la majorité de la population continue de vivre dans la pauvreté. Ce contraste entre un luxe ostentatoire et une société en crise creuse le mécontentement et fragilise peu à peu le régime.
L'un des scandales les plus marquants de cette dérive est l'affaire des diamants entre Bokassa et Valéry Giscard d'Estaing. En 1973, Bokassa aurait offert une plaquette de diamants à l'homme politique français, qui deviendra plus tard président, selon des enquêtes révélées en 1979 par le Canard enchaîné. Le 10 octobre 1979, le journal satirique publie des documents affirmant que plusieurs cadeaux de diamants avaient été faits à plusieurs reprises. Selon Jeune Afrique, Bokassa assurait que ces dons avaient été faits à 4 occasions, en 8 ans, pour des pierres de 10 à 20 carats. Giscard d'Estaing a tenté de se défendre, affirmant que la vente de ces diamants avait été reversée à des œuvres humanitaires centrafricaines. Cette affaire symbolise la complicité diplomatique entre Paris et Bangui, une France-Afrique où l'argent, les cadeaux et l'influence politique se croisent dans l'ombre. Ce scandale fragilise non seulement la réputation de Bokassa, mais aussi celle de Giscard, qui traînera cette affaire comme un boulet dans sa carrière politique. Le point culminant de la dérive tyrannique de Bokassa est sans doute le massacre des élèves du 19 avril 1979 à la prison de Ngaragba, à Bangui. Ce jour-là, environ 100 étudiants sont arrêtés à la suite de manifestations contre un décret impérial imposant des uniformes scolaires coûteux. Selon les témoignages et les sources historiques, ces jeunes sont transférés à la prison de Ngaragba où ils sont violemment battus. Bokassa lui-même, toujours selon certains récits, se rend dans les cellules cette nuit-là, brandit une canne incrustée d'ivoire et menace « Je vais vous apprendre la leçon ». Des gardiens de prison poursuivent alors le travail, plusieurs adolescents seraient battus à mort, certains survivent en simulant leur mort. Ce massacre provoque un tollé international. Amnesty International rapporte que, probablement l'incident le plus brutal de son règne violent, a eu lieu entre le 18 et le 20 avril 1979, et souligne que les meurtres d'enfants ont provoqué une onde de choc mondiale. Dans un rapport publié peu après, Amnesty dénonce l'arrestation arbitraire d'écoliers et de lycéens, et la détention de nombreux jeunes dans des conditions atroces. Le massacre de Ngaragba marque un tournant diplomatique, la France ne peut plus fermer les yeux. Le soutien militaire et financier à Bokassa, jusque-là discret, commence à se fissurer. Les critiques se multiplient, tant sur le plan international que dans certains médias français. En parallèle, Bokassa tente de renforcer son soutien extérieur en se rapprochant de dirigeants comme Muammar Kadhafi en Libye, symbole d'un nationalisme africain plus radical. D'après la RTBF, ce rapprochement inquiète fortement Paris, qui redoute que Bokassa ne bascule dans un alignement anti-français. Ainsi, l'empereur, qui se croyait au sommet, voit ses alliances se fragiliser et son isolement géopolitique s'accentuer. À mesure que les répressions et les scandales éclatent, le vernis impérial se craquelle. Bokassa est de plus en plus perçu comme un despote vorace et capricieux, gouvernant pour lui-même et non pour le peuple. Son régime, décrit comme un empire de la peur, ne convainc plus. L'opposition interne s'organise timidement. Même certains de ses partisans les plus proches doutent de sa stabilité. Les élites étrangères, qu'il avait soutenues quand il incarnait un subordonné utile à la politique française, hésitent désormais à le défendre. L'économie en ruine, les morts d'étudiants, les cadeaux de diamants, tout cela creuse un fossé entre l'image de grandeur et la réalité d'une nation à l'agonie. Le massacre des enfants et l'implication de Bokassa dans ces actes atroces portent un coup fatal à son régime. La communauté internationale condamne, l'aide diminue. Son pouvoir n'est plus soutenu comme avant. Cette dérive, politique, morale et diplomatique, prépare le terrain pour la chute. Nous sommes en septembre 1979. La Centrafrique vit sous tension. Les écoles sont en grève, l'économie s'écroule, la répression contre les élèves provoque un scandale international. La France, jusque-là protectrice du régime, commence à lâcher son « empereur ami ». Tout bascule avec l'opération « Barracuda », menée par les parachutistes français pendant que Bokassa est en voyage en Libye chez Muammar Kadhafi. En quelques heures, l'empire centrafricain cesse d'exister. David Dacko, l'ancien président renversé par Bokassa en 1966, revient au pouvoir avec l'appui de Paris. Pour la première fois depuis 13 ans, Bokassa n'est plus maître de son destin. Quand il apprend la nouvelle, Bokassa entre dans une fureur silencieuse. Lui qui se voyait empereur à vie devient soudain un fugitif. Lui qui possédait un palais de diamants se voit réduit à chercher un refuge. Son premier exil est à Abidjan, chez Houphouët-Boigny. L'homme est accueilli comme un ancien chef d'État, mais chacun sait que l'aura impériale s'est brisée.
Sa suite de plus de 60 personnes, ses valises remplies de costumes brodés d'or, ses caprices et ses exigences. Tout cela paraît désormais pathétique. Bokassa ne comprend pas encore qu'un chapitre s'est clos. Il parle comme s'il allait revenir rapidement. L'empereur reviendra. Je suis le seul à pouvoir tenir ce pays. En réalité, le monde entier a déjà tourné la page. Après Abidjan, Bokassa obtient finalement l'autorisation de s'installer en France, son pays de cœur, convaincu qu'il y sera respecté comme un ancien allié fidèle. Il achète une propriété à Ardricourt, dans les Yvelines. Le contraste entre le faste impérial et ce village tranquille est saisissant. Les témoignages de l'époque décrivent un homme oscillant entre nostalgie et délire de grandeur. Parfois calme, parfois imprévisible, Bokassa passe ses journées à raconter ses exploits, persuadé que la France complote pour le remettre sur son trône. Il écrit ses mémoires, reçoit des journalistes, joue le rôle de l'empereur en exil. Mais la réalité est dure. Il est surveillé, isolé, ruiné, et la majorité des Français le considèrent comme un tyran sanguinaire. Pourtant, malgré tout, Bokassa continue de se voir comme une victime. Il répète souvent : « Je suis le seul empereur noir de l'histoire. Ils m'ont renversé parce qu'ils avaient peur de moi. » Cette période révèle une vérité profonde. La frontière entre mégalomanie et détresse est parfois très fine. En 1986, contre toute logique, Bokassa décide de rentrer en Centrafrique. Il dit que Dieu lui a parlé. Il dit aussi que son peuple l'attend encore. Il affirme même que les Français l'aideront à reprendre le pouvoir. Mais la vérité est simple, il n'a plus d'argent, plus d'alliés et plus d'options. Il retourne dans son pays comme un homme qui veut tester le destin une dernière fois. À peine arrivé à Bangui, il est immédiatement arrêté. La scène est presque surréaliste. L'ancien empereur au manteau d'hermine, celui qui ordonnait à ses ministres de s'agenouiller, se retrouve menotté, entouré de soldats qui, 10 ans plus tôt, n'auraient jamais osé le regarder dans les yeux. Son procès, ouvert en 1986, est l'un des plus spectaculaires de l'histoire africaine contemporaine. Il est accusé de meurtre, torture, détournement massif, cannibalisme, accusation jamais prouvée, et violation systématique des droits humains. Mais le plus impressionnant n'est pas la liste des crimes. C'est sa défense. Bokassa transforme la salle d'audience en théâtre impérial. Il parle comme un monarque, coupe la parole au juge, dénonce un complot international, et se proclame régulièrement le Christ de Bangui, envoyé pour sauver la Centrafrique. Cette phrase devient rapidement un symbole de son délire mégalomaniaque. Je suis le Christ de Bangui. J'ai donné ma vie pour ce peuple. Le public oscille entre stupéfaction, colère et fascination. Pour la première fois, les Centrafricains voient leur ancien empereur détrôné, dépouillé de ses symboles, obligé de répondre de ses actes. Et pourtant, même dans cet environnement hostile, Bokassa reste Bokassa. Défiant, théâtral, incapable d'admettre la moindre faute. Le verdict tombe, la peine de mort. C'est la chute absolue. L'homme qui s'était couronné avec 20 millions de dollars pense finir fusillé comme un simple criminel. Mais en 1988, la peine est commuée en prison à vie. Puis, en 1993, sous l'errange Félix Patassé, Bokassa est libéré pour raison de santé. Il retourne dans sa maison de Bangui, affaibli, oublié, presque invisible. Il vit comme un vieil homme que l'histoire a avalé. Pourtant, même là, il continue d'affirmer. Un jour, vous comprendrez que j'avais raison. Il reçoit un nombre limité de visiteurs, leur racontant toujours la même histoire. Que l'Empire reviendra, que la France lui doit encore quelque chose, que son destin n'est pas terminé. Mais la vérité est cruelle. L'homme n'est plus une légende, plus un monstre, plus un empereur. Il est juste un vieillard fatigué, hanté par son passé. Jean-Bédel Bokassa meurt le 3 novembre 1996, seul, dans sa maison de Bangui. Aucun pays n'organise de funérailles nationales. Aucun chef d'État ne rend hommage à l'ancien allié. Quelques partisans, quelques curieux, quelques membres de sa famille. C'est une fin triste, presque silencieuse, pour celui qui voulait entrer dans l'éternité par la grande porte. Aujourd'hui encore, Bokassa fascine et divise.
Pour certains, il fut un tyran sanguinaire, symbole des excès de la dictature. Pour d'autres, un homme complexe, parfois visionnaire, profondément prisonnier de ses propres démons. Son règne reste l'exemple parfait de cette citation tirée d'une analyse de la Fondation for Economic Education, qui résume son tragique destin. Bokassa a passé plus de temps à brutaliser ses ennemis qu'à travailler réellement pour le développement de son pays. Et c'est peut-être cette phrase qui définit le mieux sa fin. Un homme qui avait le potentiel pour construire, mais qui a préféré détruire. L'histoire de Bokassa est une leçon universelle. Quand un dirigeant se prend pour un dieu. Quand le pouvoir devient une drogue. Quand la grandeur devient une obsession. Alors le destin ne peut être qu'une chute. Bokassa voulait être empereur pour l'éternité. Il n'a obtenu qu'un trône de sable balayé par le vent. Et au final, son histoire nous rappelle ceci. Le pouvoir absolu ne crée pas les héros. Le pouvoir absolu crée les tragédies. Ainsi se termine l'histoire de Jean Bédel Bokassa. Une histoire humaine, complexe, tragique, qui nous rappelle à quel point le pouvoir peut élever un homme ou l'engloutir. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a surpris, choqué ou simplement fait réfléchir, alors n'hésitez pas à liker, c'est ce qui aide le plus la chaîne à continuer ce travail de mémoire. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez du destin de Bokassa. Un avertissement? Une tragédie? Ou un chapitre sombre qu'il faut encore analyser pour comprendre le présent? Et bien sûr, partagez la vidéo autour de vous, chaque partage permet de faire vivre ces histoires, de transmettre la connaissance et d'éviter que ces pages de l'histoire ne tombent dans l'oubli. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite vraiment à aller découvrir les autres figures qui ont marqué l'Afrique et le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Et surtout n'oublie jamais. Demain c'est loin. Et le futur, c'est la seconde d'après.